Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui vont essayer de remettre les compteurs à zéro en cette fin de semaine. Une semaine qui aura été très chaotique avec des mouvements très violents sur l'ensemble des classes d'actifs, actions mais également marché obligataire et sur les devises également avec une lourde chute de l'euro sous 1,04$ encore en cette fin de semaine. Des mouvements effectivement très très violents qui laissent un sentiment quand même de désordre dans les marchés aujourd'hui, quand bien même on voit un rebond assez significatif à mi-séance pour les indices européens et un CAC 40 qui revient sur le niveau des 6300 points. Les infos clés de marché à suivre dans un instant avec Alix Nguyen. Et puis deux invités pour nous accompagner pendant cette demi-heure. Charles-Henri Devigny, le président de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement qui sera avec nous comme une fois par mois. Le sujet ce mois-ci pour Charles-Henri, c'est comment augmenter la part de financement en fonds propres pour les entreprises européennes, pour les entreprises françaises, sachant que ce sont des entreprises qui sont plutôt tournées vers le financement par la dette. C'est une caractéristique européenne qu'on retrouve évidemment sur le marché français. La Commission européenne prépare un projet de directive qui pourrait permettre de rééquilibrer les sources de financement en Europe. Nous en parlerons dans quelques minutes. Et puis l'autre invité qui a marqué la semaine sur le front des opérations de marché à la Bourse de Paris, l'arrivée d'un SPAC européen coté donc désormais dans le domaine de la santé. Nous serons avec l'un des cofondateurs de ce SPAC et directeur général également de la société d'investissement Eurocare qui est à l'initiative de ce SPAC. Le SPAC s'appelle Eureking et c'est Rodolphe Besserve qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Et les investisseurs qui ont en tête de remettre les compteurs à zéro en cette fin de semaine très chaotique, qui pourrait se terminer sur une note positive. En tout cas, c'est la tendance à mi-séance sur les marchés européens. Les infos clés avec Alix Nguyen. Les principales bourses européennes, dont le CAC, se reprennent et profitent du repli limité de Wall Street hier. Il y a aussi les nouvelles réconfortantes en provenance de Chine, où les responsables politiques ont évoqué une possible levée partielle des restrictions sanitaires dans les prochains jours. À Tokyo, le Nikkei a fini en forte hausse de 2,6%. Les marchés accueillent tout aussi chaleureusement les dernières déclarations de Jérôme Powell. Le président de la Fed a réaffirmé hier, dans un entretien à Marketplace, que des hausses de taux de 50 points de base lors des 2 prochaines réunions seraient appropriées et d'ajouter qu'une augmentation de 75 points de base n'est pas activement envisagée. Sont donc relégués au second plan les propos de ce dernier, évoquant un atterrissage en douceur de l'économie qu'il serait difficile de garantir. Du côté des valeurs, aucune publication de premier plan. Plastic Omnium annonce vouloir porter son chiffre d'affaires à plus de 15 milliards d'euros à horizon 2030, dont 40% dans ses nouvelles activités liées à la mobilité. L'opérateur de satellite Eutelstat a vu au titre de son 3e trimestre les facturations de ses activités opérationnelles reculer. L'objectif d'1,1 à 1,3 milliard de revenus sur l'ensemble de l'exercice est confirmé. Et puis, mal orienté en début de matinée, Orpea progresse désormais au cœur du scandale depuis la publication du livre Les Fossoyeurs. L'exploitant d'EHPAD a fait le point aujourd'hui sur sa situation financière. Le groupe fait face à des enjeux de financement majeurs du fait de ses investissements pour le développement de son parc immobilier et d'un échéancier important de sa dette. Dans ce contexte, au titre de son exercice 2021, Orpea ne proposera pas le versement d'un dividende. Tendance, mon ami, les infos clés de marché 2 fois par jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart avec Alix Nguyen. La question du financement des entreprises et la question notamment du financement en fonds propres des entreprises européennes et françaises, c'est un sujet important et c'est Charles-Henri Devigny qui nous en parle ce mois-ci, le président de la F2IC en plateau à mes côtés. Bonjour et bienvenue Charles-Henri. Bonjour Grégoire. Merci, on vous retrouve donc une fois par mois. Vous représentez la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Et donc l'actualité qui vous a marqué, entre autres, cette semaine, c'est la question du financement en fonds propres, qui est une question qui est en cours de traitement, on va dire ça comme ça, à Bruxelles par la Commission européenne, Charles-Henri.
Oui, le financement en fonds propres, c'est quand même mieux que les cryptos. On l'a bien vu cette semaine. Voilà, au moins il y a un sous-jacent. Non, oui, ce qui est important, et c'est le projet de directive qui a été présenté par la Commission européenne. C'est le projet de directive DEBRA, donc c'est un acronyme en anglais qui veut dire la dette et la relocation de la dette en fonds propres, hein, pour pouvoir justement rééquilibrer les incitations fiscales dont bénéficient les entreprises pour aller vers un financement vers les fonds propres plutôt que vers la dette. En fait, on va regarder un peu comment ça se passe. En France, comme dans la zone euro, les entreprises, elles se financent insuffisamment par fonds propres, hein, et l'épargne des ménages y est peu investie. Hein. Le contraste est grand avec les États-Unis, puisque les fonds propres des entreprises aux États-Unis, ça représente 123% du PIB. Hein, c'est quand même pas mal. La France, le ratio est à 74%. Hein, et dans la zone euro, on est autour aussi de 73-74%. Donc quand un ménage américain investit 57% de son épargne en fonds propres et en France, c'est plutôt l'inverse, puisque c'est 69% en produits de taux et en produits de dette. Oui, bien sûr. Il y a une polarité inverse entre les marchés de capitaux américains qui financent l'économie réelle et une économie européenne ou française qui tourne beaucoup avec de la dette et de la dette bancaire, pour dire les choses. Voilà, d'autres chiffres, 75% des financements des entreprises se fait en fonds propres aux États-Unis, c'est ça. Alors qu'en France, c'est 75% avec des dettes. Ouais. Voilà, donc cette situation, elle est quand même générale en Europe, elle est préoccupante, et maintenant, il faut savoir comment on va pouvoir rééquilibrer ce financement, puisque finalement, la Commission, et tout le monde s'est accordé, de dire, en fait, on accorde un avantage fiscal au financement par la dette. Ouais. C'est la déductibilité des intérêts, c'est ça ? Des intérêts, voilà. Et donc, pourquoi les fonds propres, on ne l'a pas ? Ouais. Donc l'idée, c'est justement de rééquilibrer. Et donc, à partir de là, le texte préconise d'accorder aux fonds propres le même traitement fiscal que les dettes. Aujourd'hui, une déduction fiscale est autorisée pour les intérêts d'emprunt, mais pas pour les dividendes. Et une entreprise a une incitation fiscale à emprunter plutôt qu'à émettre des actions. Ce problème dure depuis donc trop longtemps. Et donc, dans le détail, il y aura une franchise d'impôt applicable qui sera calculée sur la base de la différence entre les fonds propres net à la fin de 2 exercices fiscaux et multiplié par un taux notionnel. Bon, c'est des termes un peu barbares, mais le taux notionnel, c'est le taux d'intérêt à 10 ans sans risque. Ouais. Donc, en clair, la franchise ne sera accordée que pour la somme des augmentations de fonds propres au cours de l'année donnée. Et donc, en plus, cette franchise, après, elle est valable sur 10 ans et avec un certain nombre de mécanismes. Et ça permet à ce moment-là, à l'investisseur individuel que je représente, mais aussi à travers les investisseurs institutionnels qui sont financés par l'épargne des particuliers. Je répète quand même que les institutionnels, 75% de leurs encours, c'est l'épargne des particuliers. Il ne faut pas non plus faire la dichotomie entre les institutionnels et les particuliers. Les particuliers sont aussi intéressés par l'investissement des institutionnels. Et donc, ça va permettre, cette déduction, d'augmenter le prix de revient de l'investissement, puisque en fait, on va avoir une réduction de la fiscalité. Et c'est le genre d'incitation, parce que pour discuter avec quelques patrons de PME cotés, mais dans le non-coté, c'est la même histoire. Il y a beaucoup de groupes familiaux qui sont les actionnaires majoritaires de leurs entreprises, et il y a toujours quand même une réticence à ouvrir trop le capital. Un peu d'incitation fiscale, vous dites, ça peut quand même lever ce frein psychologique qu'il peut y avoir chez les actionnaires familiaux qui détiennent le capital des entreprises. Ça, c'est un autre sujet qui est beaucoup plus, pas philosophique, mais qui tient lieu à la fiscalité française, non pas sur les fonds propres ou les dividendes, mais sur les impôts de production. Et l'État est en train de revenir dessus, mais quand vous avez dans une PME, le chef d'entreprise décide que les bâtiments, il va les mettre dans sa SCI familiale. Mais donc il veut ouvrir son capital. L'investisseur va dire attendez, les bâtiments font partie des actifs de l'entreprise. Pourquoi vous les avez mis dans une SCI familiale? Merci de les remettre. Donc c'est de frein à cette ouverture du capital et donc au développement de l'entreprise. Et ça, c'est un vrai sujet. Après, il y a l'autre sujet
qui est l'incitation fiscale à l'entrée pour l'investissement dans les PME, parce qu'il y a une certaine déductibilité, c'est 25% dans le plafond des 10 000 euros pour l'impôt sur le revenu. Et là, nous, de la Fédération, on est farouchement contre les niches fiscales à l'entrée de l'investissement, quel qu'il soit, que ce soit dans les Sofica, que ce soit dans le Malraux. C'est une mauvaise incitation ? C'est une mauvaise incitation, puisque finalement, vous avez, en plus, on est en période de déclaration des impôts. Et merci de nous le rappeler. Voilà. Et donc là, on va dire, tiens, je vais pouvoir réduire mes impôts en mettant un peu d'argent dans le cinéma, dans le Malraux, éventuellement dans une PME, mais les taux sont différents et l'incitation, elle n'est pas la même parce que les plafonds ne sont pas les mêmes. Dans les PME, c'est 10 000. Et encore. Et les Soficaf, c'était à 36. Les Malraux, vous êtes à 40. Et les taux ne sont pas les mêmes. Donc, moi, je suis contribuable. Je dis, là, je vais mettre de l'argent là où je vais gagner le plus. C'est naturel. C'est parfaitement naturel. C'est un biais cognitif qui fait que... Bon. Donc, chacun fait de l'optimisation fiscale à son niveau. Donc supprimons toutes les niches. Donc c'est ça la position de la Fédération. Oui, sauf que ça ne va pas être possible. Donc, faisons qu'une seule niche. L'idée, c'est, on fait une seule niche, 50 000, 60 000 euros, avec un plafond pour 2 personnes, pour un ménage dans un foyer fiscal, et avec un seul taux, 30%. D'accord. Et là, le contribuable, il fait son allocation d'actifs, il veut investir dans le cinéma, il met... une somme dans ça le cinéma. redevient un choix positif. Le choix d'investissement redevient un choix positif lié à une vraie décision d'investissement et pas une décision de défiscalisation. Et tout le monde est sur le même pied d'égalité. Ouais. Donc ça permet, à ce moment-là, d'aller vers une classe d'actifs qui est en train de prendre pas mal d'ampleur, c'est-à-dire cette classe d'actifs qu'on appelle le private equity, les PME. Parce que ce que vous disiez sur les marchés, c'est un peu volatile. Donc là, au moins, ce qui est intéressant avec le private equity, c'est que comme on ne voit pas la valorisation tous les jours, on considère qu'on n'a pas perdu tous les jours. Donc ça, c'est aussi pour mieux dormir et avoir... Oui, on verra si on dort mieux avec le private equity. Non, mais j'en sais rien. Oui, effectivement. C'est le principe des marchés pas cotés. Oui, non, mais après, évidemment, si le private equity, il va y avoir une bulle aussi, il va y avoir aussi des illusions et il faut pouvoir investir de manière assez large et pas uniquement dans une ou deux entreprises et investir là où on connaît les entreprises. Et puis après vous avez quand même un certain nombre d'outils, des fonds, des boîtes qui vous permettent, vous particuliers, d'aller sur le private equity. Et donc à partir de là, il faut faire confiance aux intermédiaires. Les baisses, etc. On a des fonds de fonds. Il y a des solutions de private equity qui s'adressent de plus en plus au grand public aujourd'hui. De plus en plus. On peut parler d'Audacia, de Pécan, de NextStage. Vous avez quand même une foultitude de professionnels qui permettent aux particuliers d'aller sur cette classe d'actifs. Mais franchement, il faut que les entrepreneurs aussi français se disent OK, maintenant on va aussi investir en fonds. Il va falloir être capable d'accueillir aussi de nouveaux actionnaires. Voilà, ça c'est un point important. Bon, la bataille des fonds propres au niveau européen et au niveau français. Merci beaucoup Charles-Henri. Charles-Henri Dauvigny, avec nous une fois par mois en plateau, le vendredi, le président de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Continuer de parler d'investissement avec donc Rodolphe Besserve, je le rappelle, cofondateur d'Eureking et directeur général d'Eureker à nos côtés en plateau pour évoquer donc ce nouveau SPAC, premier SPAC européen dédié au domaine de la santé. Rodolphe Besserve, bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. Donc le SPAC s'appelle Eureking, vous faites partie des cofondateurs et vous êtes même le directeur général de la société d'investissement qui sponsorise ce SPAC. La société s'appelle Eureker. Vous êtes un financier, Rodolphe, moi ce qui m'intéresse, on va parler évidemment des marchés que vous ciblez en termes d'acquisition, la santé, mais c'est un peu plus précis encore que cela. Mais l'outil SPAC, il y a un an, tout le monde pouvait lancer un SPAC. Depuis, le marché a compris qu'il y avait les bons et les mauvais SPAC. Et je me dis que si vous êtes là aujourd'hui, le véhicule a été coté hier sur Euronext, c'est qu'il y a quand même... un niveau de crédibilité assez solide aujourd'hui pour pouvoir engager ce type de véhicule.
qui a été porté par un enthousiasme sans doute excessif. L'enthousiasme est retombé et donc restent les SPAC les plus solides. On peut le dire comme ça ou pas, Rodolphe Bessard? J'espère. L'avenir nous le dira, mais effectivement, on a essayé en tout cas de faire les choses différemment et de faire les choses sérieusement. Voilà. Parce que le SPAC est en fait un outil un peu hybride justement entre le private equity et le coté. Et nous voyons ça comme un outil de financement et pas comme un produit financier juteux comme ça peut être, comme on a pu l'observer aux États-Unis ou dans d'autres pays. Je pense que l'Europe effectivement a fait ça de manière plus sérieuse. Et en France en particulier, on a un nombre assez restreint de SPAC. On a 6 SPAC aujourd'hui sur la bourse de Paris. Et en ce qui nous concerne, on a voulu en fait porter un vrai projet industriel avec une vision à moyen long terme. Encore une fois, avec le SPAC étant au service de cette vision que l'on a sur un segment qui est très très spécifique. On n'a pas voulu aller faire une acquisition sur le domaine de la pharma, ce qu'on voit souvent avec des thèmes qui sont assez vagues. Là, on est sur la construction d'un projet long terme, avec une équipe dédiée aussi, et ça nous paraissait clé lorsqu'on a commencé à dessiner en fait ce projet il y a un peu plus d'1 an maintenant. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à atteindre ce niveau de crédibilité, encore une fois, sans avoir réalisé aucune acquisition? Alors il y a le thème, et on va en parler effectivement, le thème d'acquisition, c'est quelque chose d'important, mais derrière, comment est-ce qu'on arrive à convaincre tous les gens que vous avez pu convaincre hier sur Euronext, Rodolphe Bessard? C'est quoi les qualités d'un bon SPAC bien designé, comme on dit? Voilà, dans un marché qui était quand même compliqué cette semaine, très compliqué. Et dans un contexte macro qui est aussi pas forcément extrêmement porteur, je pense qu'il a fait la différence, c'est effectivement la qualité et le sérieux à la fois de l'équipe dirigeante, on pourra y revenir, et puis du sous-jacent, enfin de ce que l'on veut traiter, et encore une fois avec une vision à 3-5 ans, c'est-à-dire qu'on ne se dit pas on va sortir là dans 15 mois, qui est l'horizon, qui est la fenêtre d'investissement de notre SPAC, en fait, de de-SPACing, on pourra revenir aussi sur les termes un peu barbares, mais voilà, on est là pour porter ce projet avec Eureker, et puis j'espère avec un maximum de ceux qui nous ont rejoints dans cette aventure, voilà, à 3, 5, 10 ans. L'enjeu, quel est l'enjeu en fait? L'enjeu, c'est créer un acteur de taille moyenne sur le domaine de la bioproduction. On parle de sous-traitance en fait sur le domaine pharmaceutique et plus spécifiquement de la fabrication de produits biothérapeutiques. On est parti d'un constat, c'est qu'il y a des très gros besoins en fait sur ce marché. Besoin en termes de capacité, besoin aussi en termes de consolidation de marché, parce qu'aujourd'hui on a des très gros acteurs, on a des tout petits acteurs, et en fait, soit les gros rachètent les petits, soit les petits essaient de se réunifier, en fait, de s'assembler pour créer un acteur de taille moyenne. Et c'est pas juste de la construction financière, c'est que ça répond à un besoin. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a des petits qui sont hautement spécialisés sur des niches particulières, qui font 20, 30, 40 millions de chiffre d'affaires, assez rentables, très rentables. Mais ils manquent de taille critique. Ils ont besoin demain de monter en échelle en fait, pour accompagner leurs clients, tout en gardant la proximité. Et ça, il n'y a qu'un acteur de taille moyenne qui peut le faire. Donc ça, voilà, il y a ce vrai besoin, il y a cette vision, encore une fois, avec l'idée de construire un groupe, un vrai groupe industriel, français, avec une empreinte française. Alors, avec je pense une envergure internationale et européenne, ça c'est sûr, mais voilà, une empreinte française et qui répond aussi de cette logique de souveraineté industrielle dont on parle tant. Ouais, mais c'est bien de l'industrie dont on parle, et c'est bien l'idée qu'il manque effectivement un acteur de taille intermédiaire entre les grands labos et les petites sociétés biopharma ou de biotechnologie, qui n'ont pas l'expertise industrielle, justement, ou l'expertise logistique nécessaire pour mener à bien leur projet, peut-être jusqu'au marché, comme on dit, c'est ça. Le marché biopharmaceutique est en pleine expansion. Aujourd'hui, ça reprend à peu près 20% du marché pharmaceutique. Probablement demain, 30-40%. On a des milliers de molécules en fait, qui arrivent dans les pipelines de l'industrie. Et la plupart de ces projets sont portés par des petites biotech, qui sont, pour la plupart, en tout cas en Europe, pas forcément très bien financées. Et donc, qui ne peuvent pas se permettre en fait, le luxe d'avoir un outil industriel. Elles externalisent, pour la plupart d'entre elles, elles sous-traitent auprès de ce qu'on appelle des CDMO. Et c'est justement voilà, cette catégorie d'acteurs que l'on veut contribuer à financer, à faire grossir, à faire grandir, encore une fois, tout en gardant l'expertise et les talents, ce qui n'est pas forcément le cas lorsque les gros rachètent les petits. Donc voilà, il y a toute cette logique qui a été déroulée. Et pour revenir à votre question précédente,
c'est ce qui explique, je pense, le succès de ce projet qu'on a porté, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a une crédibilité, il y a une équipe avec une très forte expérience internationale dans le domaine pharmaceutique pour dérouler une stratégie, je pense, cohérente. Alors, il faut le dire, hein, si on prend donc l'expertise, déjà, un mot d'Eurocare, parce que c'est une société, vous avez un parcours financier au départ, mais avec déjà une expertise tournée vers la santé depuis des années, Rodolphe, et Eurocare, c'est donc la société d'investissement, qui est déjà une société d'investissement dédiée au monde de la santé, c'est ça Exactement. Et puis alors, parmi les noms, alors je ne connaissais pas Michael Kloss, qui est le directeur général, qui va être le patron du SPAC, qui est le patron du SPAC Eureking aujourd'hui. On connaît peut-être mieux en France le nom du président, Gérard Le Fur, ancien Sanofi, Ancien patron de bien Sanofi, sûr. ancien patron de la R&D de Sanofi, bien sûr, pendant pas mal d'années. Celui qui a porté le projet Sanofi à 26 à l'époque. Et alors, je ne peux pas citer tout le monde, parce qu'en plus, déjà, je ne connais pas forcément tout le monde, mais rien que ces noms-là, déjà, effectivement, oui, c'est un gage d'expertise et de haut niveau d'expertise dans ce domaine-là et dans cette niche, même précisément, que vous visez. Oui, on est sur une grosse niche. On est sur une grosse niche, mais effectivement, il y a besoin de cette expertise sectorielle qui est très forte. Il y a besoin de cette crédibilité aussi, et je pense que tous ces gens sont vraiment au service en fait de Eureking. C'est-à-dire qu'ils sont là pour apporter leur savoir, ils ne sont pas juste là pour participer à des boards et prendre des jetons de présence. Ouais. Ils sont vraiment là pour passer du temps sur ce projet, parce que encore une fois, il y a un besoin de marché et que c'est des gens qui croient dans ce secteur et qui ont envie d'apporter effectivement tout leur savoir et toute leur expérience. Et tout le monde est aligné donc en termes d'intérêt, que ce soit les fondateurs, l'initiateur, les nouveaux actionnaires du SPAC. Alors c'est un peu la subtilité du SPAC, c'est effectivement les fondateurs, il n'y a pas forcément un alignement complet, il y a un alignement sur le projet, sur la réussite du projet bien évidemment. Après il y a des incentives pour ceux qui sont à l'origine du projet et surtout qui portent le risque. Bien sûr. Parce qu'en tant que fondateur, moi je suis fondateur avec les personnes que vous avez citées et puis quelques autres, plus Eurocare qui est le premier sponsor et puis à l'initiative effectivement de ce projet. Eurocare est une société récente, c'est une société d'investissement, comme vous le disiez, dans le domaine de la biotech, et qui voit bien justement ce besoin. Parce que nous, on investit justement dans des sociétés de biotechnologie qui ont toutes besoin effectivement de voir des CDMO émerger. Mais voilà, donc alignement d'intérêt sur la réussite du projet, ça c'est clair. En revanche, il y a des incentives pour les fondateurs, parce que le risque, parler clairement, aujourd'hui on met 9 millions sur la table, que l'on perd dans 15 mois si on n'a pas réussi à trouver une cible qui soit acceptée aussi par le marché, par les nouveaux investisseurs qui rentrent. Ouais. Donc voilà, il y a un risk-reward qui est relativement élevé, mais on y croit. On va tout faire pour déspaquer le plus rapidement possible, donc faire cette première acquisition, et au-delà, faire une deuxième, faire une troisième. Oui, c'est ça, parce qu'avec les 150 millions plus que vous avez levés, et vu la taille des acteurs de ce marché, oui, il y a l'idée déjà de créer du build-up tout de suite. C'est pas juste une acquisition que vous prévoyez, c'est une, deux, trois peut-être. Une première acquisition prend entre 200 et 500 millions d'euros. C'est aujourd'hui ce qu'on vise et ce qu'on a effectivement mentionné dans le prospectus. Assez rapidement, une deuxième acquisition de taille à peu près similaire sur un segment différent, donc pour créer vraiment un groupe avec deux piliers. Et puis ensuite, vraiment une série d'acquisitions supplémentaires, de licences de technologie, également d'investissements sur les capacités de production, parce que c'est dans le nerf de la guerre. 15 mois, c'est court, c'est long. C'est ultra court. C'est ultra court. Encore une fois, je pense que c'est aussi la volonté de se mettre quelque part sous tension. Voilà. Un projet de ce type, il faut que tout le monde, effectivement, soit à 200% pour trouver la cible, la bonne cible, pour négocier évidemment avec les vendeurs qui sont en face, et puis pour déboucler l'opération. Donc on peut se donner 24 mois, ce qui est en général ce qu'on voit dans les SPAC. Je ne suis pas sûr que ça ajoute grand-chose. Je pense qu'il faut y aller tout de suite. Ça se joue dans les 100 premiers jours. Ouais. Si on prend le sujet du côté des cibles potentielles, de voir un SPAC arriver, frapper à sa porte, c'est quelque chose... je ne sais pas, est-ce qu'aujourd'hui, les sociétés sont rodées à ce type d'intervenants, ce type de véhicule d'investissement? Parce qu'il y a un côté évangélisation. Et puis encore une fois, les derniers mois ont montré que les SPAC n'ont pas toujours eu bonne presse. Donc il faut naviguer dans cet environnement-là, j'imagine, quand on va négocier du M&A aujourd'hui. C'est une très bonne question. Je ne pense pas qu'on parte effectivement avec un boulet au pied, parce qu'on part quand même avec 150 millions
aussi en poche, donc c'est quand même pas mal. C'est le nerf de la guerre. C'est quand même un argument à faire valoir. Mais il y a un travail d'éducation, d'explication vis-à-vis des cibles. Et notamment parce qu'on est dans un environnement. Aujourd'hui, quand on a fait un peu le mapping sur notre segment, on a à peu près une quarantaine de sociétés qui sont potentiellement des sociétés qu'on pourrait acquérir. Ouais. On ne va pas attaquer les 40 de front, mais en tout cas au moins une bonne dizaine qui sont dans notre liste cible. Et la plupart de ces sociétés, en fait, c'est relativement récentes, ont 5, 10, 15 ans. Aujourd'hui, font entre 20, 50, 60 millions de chiffre d'affaires. Très forte croissance, très bonne rentabilité. Ont été très souvent portés en fait, par des actionnaires privés, par des fondateurs, familles ou autres. Assez peu par les private equity, qui n'étaient pas très présents en fait, dans ce domaine-là. Je pense que ça va changer. Je pense que dans ce mouvement de consolidation qu'on va observer sur le secteur, on verra probablement des PE se positionner. Mais aujourd'hui, ce n'est pas réellement le cas. Et c'est vrai que vis-à-vis de cette typologie en fait, d'actionnaires, il y a un travail d'éducation à faire, ce qu'on a commencé à faire en amont, bien évidemment. Mais voilà, je pense que C'est des sociétés qui n'ont pas forcément réfléchi à la bourse, par exemple, au stade où elles en font de leur développement. La plupart d'entre elles sont un peu à un tournant. C'est-à-dire qu'elles ont vécu la période Covid qui a été plutôt positive pour elles, plutôt favorable en ce qu'elles ont apporté en fait pas mal de business, notamment pour les sociétés qui fabriquent des plasmides ou d'autres types de chaînons en fait, dans la fabrication en fait, du vaccin. Mais aujourd'hui, la plupart d'entre elles ont besoin de réinvestir sur des capacités de production. Certaines aussi, parmi leurs actionnaires, ont envie de faire du cash out. On a un moment aussi de sortir une partie de leur investissement. Et je pense qu'elles croient quand même très fortement dans le sous-jacent, qui encore une fois est extrêmement porteur sur le domaine de la biopharma. Donc pouvoir en même temps amener sur la table un montant de cash relativement important sur des sociétés qui se payent quand même assez cher, parce qu'on est sur un secteur défensif, forte croissance top line, des marges qui sont élevées. Pouvoir aussi permettre à ceux qui sortent aussi de rester en partie au travers d'une société cotée, de pouvoir continuer à jouer effectivement ce player sur la consolidation. Je pense que tout ça ça a beaucoup d'intérêt, effectivement. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup d'arguments pour ça. Après, ce sera à nous de faire ce travail de conviction auprès des cibles, auprès des vendeurs. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'arguments. Et puis, il y a cette flexibilité qu'apporte le SPAC. C'est-à-dire qu'on est coté et ça nous permet d'aller chercher aussi des financements supplémentaires. Ça ouvre un panel d'options qui est quand même très, très large. Bon, voilà, le chrono est lancé donc pour les 15 mois, c'est parti. les 15 mois à venir. C'est parti. Merci beaucoup, Rodolphe Besserve, qui était donc avec nous en plateau, cofondateur du SPAC Eureking et directeur général d'Eureker, société d'investissement qui est également le sponsor de ce véhicule désormais coté sur le marché parisien. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve à 17h pour une nouvelle heure d'émission en direct sur Bismart.